à ses lignes courbes et à son inspiration naturaliste, un nouveau style caractérise les allées folles. C'est l'Art déco qui privilégie les formes géométriques et les décors stylisés. Son nom s'inspire de l'exposition internationale des arts décoratifs et industriels modernes qui se tient à Paris en 1925. Alors pour bien comprendre, revisitons en détail cette exposition. Deux tendances s'y confrontent. D'un côté, un retour aux formes classiques et épurées. De l'autre, une tendance expérimentale et avant-gardiste, influencée par le monde industriel. Observons la première tendance, luxueuse et raffinée, qui prône le retour à la grande tradition des arts décoratifs et s'adresse à une clientèle aisée. En voici un exemple avec l'hôtel du collectionneur, architecture éphémère, considérée comme la création la plus représentative du style Art déco. Construit par l'architecte Pierre Patou, il signe le triomphe de Jacques-Émile Ruhlmann, le plus célèbre décorateur et ébéniste français des années 20. Ses œuvres allient modernité de la ligne et matériaux précieux, comme en témoigne son bureau d'ambassadeur plaqué d'ébène et incrusté d'ivoire, ou bien ce cabinet décoré d'une marqueterie d'ivoire et d'ébène. Dans un autre pavillon de l'exposition de 1925, sur le thème d'une ambassade française, l'architecte et décorateur Pierre Charot, proche des cubistes, conçoit un bureau-bibliothèque à coupole, sobre et audacieux, aux boiseries en bois de palmier. Pour la chambre de Madame, André Groult crée un chiffonnier aux courbes ultra féminines, galbé jusqu'à l'indécence. Il est recouvert de galuchas, de la peau de poisson traitée comme du cuir, un matériau rare et alors très prisé. De nombreux artistes participent au décor de ce pavillon. L'orfèvre Jean Puyforca présente un légumier d'argent aux formes épurées, doté d'un anneau en jade. Le verrier François d'Écorchemont obtient, grâce à la technique de la pâte de verre moulée à la cire perdue, une matière quasi minérale proche des grès d'Émile Lenoble. La deuxième tendance que l'on note lors de l'exposition de 1925 est expérimentale et avant-gardiste et s'adresse à une clientèle plus large. Ce courant moderniste a recours au métal pour moderniser les formes traditionnelles. L'architecte Robert Mallet-Stevens élève pour le pavillon du tourisme un campanile rectiligne éphémère qui tranche avec l'architecture de son voisin, le Grand Palais. Le courant moderniste était aussi représenté par le pavillon de l'Esprit Nouveau de Le Corbusier, Pierre Jeanneret et Aux Enfants. Démontable et fait d'éléments standardisés, il ne convainc pas et fit scandale par sa pauvreté. Cette conception révolutionnaire de l'architecture, qui privilégie la fonction sur la décoration et qui repose sur des unités d'habitation modulables, était trop avant-gardiste pour l'époque et ne sera réellement suivie qu'après la Seconde Guerre mondiale. Dans le domaine du design, et typique de cette tendance, on peut citer le bureau personnel de Mallet-Stevens. Géométrique et fonctionnel, il est fait de tubes métalliques et de tôles peintes. Mallet-Stevens est influencé par le Bauhaus, dont le futur directeur Ludwig Mies van der Rohe crée la chaise MR10 en tube d'acier chromé au porte-à-faux impressionnant et la célèbre chauffeuse Barcelona. Sur sa lancée de l'exposition de 1925, le style Art déco s'imposera dans les intérieurs du monde entier au cours des années 30. Quant au courant moderniste, il marque la naissance du design moderne.